2 mois et demi de cette année, mais il nous reste beaucoup à faire au mois de mars, au mois d'avril et au mois de mai pour que nous soyons tous satisfaits du résultat de cette période. Pensons à ceux et celles qui n'ont peut-être pas eu les nouvelles jusqu'à présent, qui étaient en vacances, qui étaient dans une autre région du pays, qui n'ont pas eu accès aux mêmes médias que nous écoutons tous les jours. Passons le message vers ces familles-là, passons les messages à ces individus-là pour qu'ils entament le processus le plus vite possible. Parce que ça ne va pas se faire dans de 20 minutes. Ça va prendre un rendez-vous ici, à la Maison d'Haïti, ou chez les autres organismes, et des sessions supplémentaires pour compléter les documents qu'il faut. Et pour avoir les meilleures possibilités d'avoir une réponse positive à l'application. Le statut temporaire au Canada est disponible pour tout le monde qui en a besoin. On l'a utilisé pour répondre aux besoins des populations affectées par les guerres civiles, par la persécution, par les désastres naturels, comme c'était le cas en Haïti en 2010. Mais la transition vers la permanence, c'est notre tradition, c'est notre exigence vraiment pour profiter de la vie québécoise et canadienne dans le plus grand sens du mot. Et c'est pour ça qu'on met l'accent sur la date limite, qui est le 31 mai, et le besoin de travailler avec acharnement d'ici là pour compléter notre travail. Madame Villefranche sait qu'elle a mon engagement personnel de faire tout avec nos homologues, nos collègues du gouvernement du Québec pour mobiliser les ressources qu'il faut. Mais les ressources ne vont pas donner le résultat qu'on souhaiterait tous avoir si les gens affectés ne viennent pas chez vous, ne signalent pas leur désir de rester ici et leur détermination de remplir les documents qu'il faut. Quant aux dimensions du défi, combien de personnes doivent doivent prendre cette étape, on n'a pas de chiffre exact. On sait jusqu'à quel chiffre cette population pourrait aller, mais on sait aussi qu'il y a des gens qui sont retournés aux États-Unis, plusieurs étaient là au moment du tremblement de terre. Il y en a d'autres qui ont peut-être pris d'autres décisions et commencé des vies dans d'autres pays. On ne veut pas manquer qui que ce soit qui est encore ici à Montréal, encore ici au Canada. Et c'est pour ça que je suis ici, au cœur de cette communauté florissante à Saint-Michel, et très heureux d'avoir rencontré vos bénévoles, Madame Villefranche, d'avoir témoigné directement du grand travail qu'ils font. Merci de cette invitation et merci à tout le monde d'être venu. Je suis prêt à répondre à vos questions s'il y en a. S'il vous plaît. Oui. Merci. Jean-Numa Goudou, de la radio haïtienne CEPAM et du journal haïtien InTexto à Montréal. Monsieur Alexander, il y a beaucoup d'inquiétudes au niveau de la communauté quant au nombre de personnes qui seront acceptées finalement à la fin de ce processus. Certains spécialistes de l'immigration parlent de 30% à peu près. Il y en a qui réclament une régularisation globale de la situation de ces gens-là. Vous, comme ministre de l'Immigration, qu'est-ce que vous répondez à tout ça? Écoutez, les règles de l'immigration, de nos programmes d'immigration, que ce soit nos programmes économiques, qui sont bien sûr livrés par le Québec, au Québec,
ou que ce soit nos programmes humanitaires, sont basés sur des lois et des règlements qui s'appliquent à tout le monde. C'est ça la force de notre système. C'est équitable dans la mesure où ces programmes sont disponibles pour le monde entier. Les gens qui souhaiteraient venir au Canada du monde entier, mais ils doivent atteindre, satisfaire aux critères qui sont universels et justes. Et c'est la même chose cette fois-ci. Je ne serais pas d'accord avec le chiffre que vous avez mentionné. Je pense que le résultat jusqu'à présent est supérieur à celui-là. Mais je ne peux pas non plus garantir un taux de succès tel ou tel. Beaucoup va dépendre de la qualité des applications. C'est pour ça qu'il faut venir le plus vite possible, entamer le processus, commencer, raconter vos histoires, mettre ensemble la documentation qu'il faut pour avoir les meilleures chances. Mais je pense que notre responsabilité maintenant, il nous incombe à nous tous, non pas de renforcer les inquiétudes, parce que, bien sûr, l'immigration, ça peut toujours causer des angoisses, c'est beaucoup de travail, et le résultat n'est pas garanti, n'est pas sûr. Mais il faut encourager les gens. Il faut les inviter et les inciter, les motiver de prendre le premier pas, parce qu'il nous reste, bien sûr, des centaines de personnes éligibles, au moins, qui n'ont pas encore entamé le processus. On veut qu'ils viennent ici, on veut qu'ils commencent, on veut qu'il y ait des bénévoles pour les aider. Et on verra que si nous travaillons tous avec la bonne volonté, on va avoir un résultat assez impressionnant. C'est déjà le cas pour des milliers d'Haïtiens qui ont déjà fait application depuis 2010. Il faut regarder autour de nous. Il y a une population importante ici à Montréal qui sont devenus des résidents permanents après avoir passé à travers cette prochaine étape d'une demande de résidence permanente. Donc, pourquoi mon voisin est résident permanent et je ne le suis pas? En premier lieu, c'est parce que la personne qui ne l'est pas n'a pas fait application. Il faut lancer, franchir la porte de la maison d'Haïti, prendre le premier pas et remplir les formulaires. Oui. Il y a beaucoup de critères, M. Alexander, au niveau du ministère fédéral de l'immigration, 9 au total, je crois. Oui. Il y a un 10e avec Québec, notamment, en plus du certificat de sélection. Ça prend une attestation du parcours de la personne ici. Je sais que Immigration Canada avait rencontré Immigration Québec. Vous avez décidé quoi? Est-ce que vous allez vraiment tenir compte de l'avis de Québec? Absolument. On travaille sur tous les niveaux avec notre ministère sœur de l'immigration du Québec là-dessus. Et on fait quelque chose de rare. On fait la promotion de ce programme auprès de cette population parce qu'on s'en soucie. On veut que les gens aient les bonnes informations. On veut que les gens en tirent bénéfice. Oui, il y a des critères, mais notre programme humanitaire vise surtout les gens qui sont ici au Canada depuis plusieurs années et qui ont tissé des liens déjà avec la société canadienne, avec la société montréalaise. Et on sait très bien, nous tous, que c'est le cas pour la grande plupart de la population affectée par les mesures spéciales. Donc, ce programme est là pour vous, si vous voulez. Mais pour en tirer bénéfice, il faut remplir les formulaires et il faut le faire. Il faut les soumettre. Non pas commencer le processus. Il faut soumettre une application complète avant le 31 mai. Il y a assez de temps pour le faire. J'ai rencontré les gens qui peuvent aider. Vous les connaissez vous-même. Je
je pense que M. Benjamin sera là pour montrer le chemin à ceux et à celles qui n'ont pas encore fait ce qu'il faut. Mais soyons solidaires les uns avec les autres, soyons encourageants, invitons les gens de traduire leur expérience des 5 dernières années en statut de résident permanent d'ici, en soumettant une application avant la fin du mois de mai. Dernière question, M. Alexander, si vous permettez. Est-ce que le ministère de l'Immigration serait prêt à assouplir un peu les critères, advenant des cas où des personnes répondent à, par exemple, 8 critères sur 9? Est-ce qu'il y a une ouverture de ce côté-là, ou est-ce que vous allez être fixé sur vos 9 critères? Mais les règles de nos programmes sont fortes. Nos programmes sont forts du fait qu'ils sont équitables et que les décisions ne sont pas prises par des ministres ou des gens du côté politique, sont pris par des fonctionnaires expérimentés, indépendants, autonomes, qui regardent les dossiers et qui passent en revue des critères nécessaires. Donc, on ne peut pas les assouplir, mais on peut épauler ceux et celles qui veulent faire application en octroyant les ressources comme le télécentre que je viens de mentionner, le courriel qui est à leur service, à travers des organismes comme la Maison d'Haïti, qui fait énormément pour faire en sorte qu'il y ait, que les gens ne soient pas seuls, n'affrontent pas tout seuls ce défi de l'application, pour qu'il y ait un étudiant en droit ou un banquier ou un autre professionnel pour les aider, pour poser les bonnes questions et pour faire en sorte que leur application remplisse les critères que vous avez mentionnés. L'immigration qui représente l'histoire du Canada depuis le début, depuis la Nouvelle-France au moins, et a une certaine renommée internationale parce que nous avons des lois et des règles, les règlements qui sont vraiment appliqués de façon équitable. Donc on va rester là-dessus, mais tout en offrant les ressources qu'il faut pour remplir les formulaires de la bonne façon. Et si l'on manque, on va parler entre nous, on va continuer les consultations avec le Québec pour en trouver d'autres. Oui. Dans le fond, il me restait une question, M. Alexander. Je suis là pour répondre à toutes les questions. D'accord. Vous voyez, advenant qu'il y en ait qui ne réussissent pas à passer à travers ces critères-là, j'imagine que Ottawa va leur demander, ils vont recevoir un avis de déportation. Vous savez, hier, l'ambassadeur dominicain en Haïti l'a dit, que la République dominicaine se prépare à envoyer d'ici le mois de juin 300 000 Haïtiens dans des situations d'illégalité aussi. Oui. Vous seriez prêt, vous, le Canada, à en rajouter? Oui, mais soyons clairs, on ne parle pas de chiffres de même de population d'une telle dimension. On parle déjà de quelques milliers d'Haïtiens affectés par les mesures spéciales qui sont déjà devenus des résidents permanents. On parle de potentiellement 2 ou 3 000 de plus qui ont la possibilité de faire application maintenant. C'est sûr, pas tout le monde va le recevoir, rien n'est garanti, mais si les applications sont d'une bonne qualité, les chances sont assez bonnes pour un grand nombre de ces gens. En même temps, il faut retenir que oui, les gens qui n'ont pas, qui ont perdu leur statut au Canada ou qui ont été condamnés pour un crime ou qui sont recherchés par la justice dans d'autres pays, n'ont pas le droit de rester. Et la plupart de ces gens-là partent
eux-mêmes. C'est de plus en plus un phénomène courant pour les gens qui savent que leur application n'a pas réussi, quittent le pays de leur propre volonté. Le renvoi reste un dernier recours pour le gouvernement. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait avec aucun plaisir, mais il faut le faire pour faire valoir un système d'immigration qui est basé sur des lois et des règlements justes et équitables pour tout le monde. Donc, même on est là pour encourager toute la population affectée d'essayer de garder leur statut au Canada, garder la possibilité de travailler au Canada, de rester avec leur famille au Canada. Ils ont eu un statut régulier, régularisé. Temporaire, ouais. Ils ont été ici depuis 2010 sur une base légale. On encourage tout le monde de rester ici de cette façon-là. Et faire application, c'est juste le premier pas. Ça va prendre du temps pour que les applications soient traitées. Tout le monde qui fait application avant la fin du mois de mai aura la possibilité de continuer à travailler au Canada, à faire tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent au Canada, y compris à Montréal, jusqu'à temps que l'application soit traitée. Donc, je pense que c'est un système généreux. C'est absolument ouvert à tout le monde qui a été affecté par les mesures spéciales. Mais après la fin du mois de mai, si ces gens-là n'ont pas pris la peine de faire application, ça va être plus difficile pour eux et ils vont avoir des nouveaux choix à faire eux-mêmes. Merci beaucoup, M. Alexandre. Merci à vous.